Allez, on va traiter un deuxième petit exemple. Il s'agit d'un oscillateur dit oscillateur de Landau. Alors Landau, il faut savoir que c'était un physicien théoricien russe dans les années 60, très connu pour son traité de physique théorique en 10 volumes qu'il a fait avec son étudiant Lifshitz. Donc c'est le fameux livre Landau et Lifshitz. Et c'est un condensé de calculs. Donc quand Landau vous dit un calcul simple vous permet d'obtenir la relation suivante, vous pouvez être sûr que vous avez besoin, vous, de 2 ou 3 pages de calcul. Et une fois, j'ai même croisé dedans, il disait, après un calcul laborieux, on obtient, et là, je vous assure que je n'ai même pas essayé de faire ce calcul-là, je lui ai fait confiance. Bon, ceci étant, Landau était très doué pour faire des petits modèles, et là, il considère un modèle dans lequel vous avez un ressort qui est accroché sur un axe vertical au point de fixation A. Votre mobile, votre masse petit m, peut se déplacer, c'est une perle de nouveau qui peut se déplacer sans frottement sur un axe horizontal. Et on va écarter du coup le point de fixation par rapport à l'axe horizontal pour avoir un comportement du ressort qui va varier selon la valeur de D, sachant que le ressort, bien sûr, est de constante de raideur K et de longueur à vide L0. Bon, quand on regarde ce système, le système sur lequel on va pouvoir appliquer la relation fondamentale de la dynamique, ou ici plutôt une analyse énergétique, ça va être la masse petit m, le référentiel va être gentiment le référentiel terrestre qu'on va considérer comme galiléen, et du coup il faut se poser la question de l'inventaire des forces qui s'exercent sur notre système. Alors, bien entendu, on est sur Terre, il y a donc le poids qui va être vertical, comme ça. Bien entendu, étant donné que votre bille et votre perle est sur cet axe horizontal, il faut qu'elle repose sur quelque chose, et ce quelque chose va exercer une force pour éviter que ça passe au travers, et donc il va y avoir une réaction. On va supposer qu'il n'y a pas de frottement, parce que s'il y a des frottements, les raisonnements énergétiques, c'est plus difficile à faire. Donc on a une réaction normale du support, et puis on a bien entendu la tension du ressort qui va pouvoir soit tirer, soit pousser selon la valeur de la longueur comparée à la longueur à vide. Sur ces 3 forces, maintenant, il y en a 2 que l'on peut tout de suite virer, puisque là vous avez votre perle qui est astreinte à se déplacer sur l'axe horizontal, se déplacer sans frottement sur l'axe horizontal. Et étant donné que le déplacement se fait sur l'axe horizontal, ça veut dire que P et N sont tous les deux orthogonaux au déplacement, donc ils ne travaillent pas. Donc déjà sur mes 3 forces, il n'y en a plus qu'une seule qui travaille. Et la tension T, alors, dans un monde où il faudrait faire la relation fondamentale de la dynamique, il faudrait projeter ce T là, ça va dépendre de l'angle que ça fait, donc ça va dépendre de la longueur, ça va être compliqué, relativement pas direct, disons, de le mettre en œuvre. Donc on va essayer de faire plus simple, et justement, cette force est reliée à l'énergie potentielle élastique qui va s'écrire 1/2 de K grand X carré, avec grand X l'allongement, c'est-à-dire la différence L moins L0 au carré. Alors, reste juste à savoir ce que vaut petit l, étant donné que ici vous avez la coordonnée x, vous voyez que j'ai un triangle qui est un triangle rectangle là, d'hypoténuse petit l, et puis de côté petit d et petit x, ce qui veut dire que l, c'est racine de d carré plus x carré, donc je me retrouve avec du 1/2 de k, facteur de racine de d carré plus x carré, le tout moins L0 au carré. Dans cette expression, il va y avoir 2 types de comportements qui sont différents
selon les valeurs de D. Alors, essayons d'imaginer ce qui se passe. Visualisez-vous la situation. Vous avez votre axe horizontal, votre ressort qui est ici. Imaginez, il est étiré. Bon, s'il est étiré tout le temps, ça veut dire que si même quand vous passez en D, votre ressort est étiré par rapport à sa position à de la longueur à vide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va constamment tirer vers lui. Donc, quand vous le déplacez vers la droite, il va tirer vers lui. Quand vous le déplacez vers la gauche, il va vous tirer vers la droite. Et donc, de proche en proche, enfin, systématiquement, quand vous le mettez d'un côté, il va vous ramener. Donc, on doit avoir une position au centre qui va être une position d'équilibre stable. Vous avez que à cet endroit-là, les trois forces sont verticales. Et la seule force qui va vous pousser à l'horizontale, c'est la tension du ressort. Quand vous êtes d'un côté, il vous tire de l'autre côté et réciproquement. Donc quand je suis de ce côté-là, si ça tire, je me suis éloigné un petit peu de la position d'équilibre. Vers la droite, ça me renvoie vers la gauche. Et réciproquement, si je vais à gauche, il me renvoie vers la droite. Ça, c'est le cas où petit d est supérieur à L0. Le ressort est toujours étiré. Parce que L est forcément supérieur ou égal à petit d et donc supérieur à L0. Et en ayant ça, ça veut dire qu'à l'intérieur, ce truc-là, ça ne change jamais de signe. Et quand on fait la représentation graphique du cas en fonction de X de cette énergie potentielle, on va avoir une valeur minimale qui vaut 1/2 de K facteur de D moins L0 carré, ici. Et de chaque côté, on va avoir un truc qui va monter. Hop. Parce que ça ne peut, la parenthèse est positive, ça ne peut que augmenter quand X augmente en valeur absolue, donc à droite ou à gauche. Et vous voyez qu'on retrouve le caractère position d'équilibre stable. Donc O est une position d'équilibre stable. Et c'est la seule. C'est la seule, parce que il faudrait faire l'étude un petit peu en détail de cette fonction-là, mais si vous demandez à votre calculatrice de la tracer avec une valeur de D qui est supérieure à L0, je peux vous garantir que vous aurez une expression qui ressemblera à ça. Vous n'avez que des états liés, puisque si vous tracez un EM1 comme ça, un EM2 là, quoi qu'il arrive, vous resterez coincé soit entre là et là, soit entre là et là. Les parties qui sont ici sont des parties non accessibles. Donc, on n'a rien que des états liés qui oscillent de droite à gauche autour du milieu O. Donc O, position d'équilibre stable, autour de laquelle vous allez avoir des oscillations. Mais aussi toujours autour de la position d'équilibre. Si maintenant on prend le cas, donc là on était avec D supérieur à L0, on prend le cas où D est inférieur à L0. Le ressort peut alors avoir des zones où il est compressé. En particulier, quand vous êtes au point O, ici, étant donné que D est plus petit que L0, ça veut dire que vous êtes en train de comprimer le ressort. Si vous avez un ressort qui est comprimé, alors, s'il se déplace légèrement d'un côté, il va vouloir s'étirer de nouveau. Et donc, quand vous vous déplacez un peu par rapport à la position d'équilibre, quand vous bougez un petit peu, votre ressort il va pousser vers la droite, puisque vous passez d'une situation où la force était vers le haut, donc quand vous vous déplacez à droite, la force, la projection de la force
sur l'axe horizontal était à gauche. Maintenant, vous vous déplacez à une force qui va vers le bas, qui pousse vers le bas. C'est toujours une position d'équilibre ici parce que c'est la réaction, c'est en fait vous poussez sur la barre horizontale et du coup elle va compenser en ayant une force plus importante vers le haut. Mais quand vous vous déplacez vers la droite, comme vous poussez vers le bas, la projection va être aussi vers la droite et va continuer à vous pousser vers la droite. De la même manière, quand vous êtes à gauche, ça va continuer à vous pousser vers la gauche. Donc, on se retrouve avec une position en haut. Donc, haut va être une position d'équilibre, certes, mais une position d'équilibre instable. Forcément. Nécessairement instable. Alors, si je fais le tracé de cette énergie potentielle en fonction de la valeur de x. J'ai toujours une valeur ici qui va être 1/2 de k d moins L0 au carré, puisque quand je suis en x égale 0, la longueur vaut justement la longueur d. Et là, j'ai en fait stocké de l'énergie en comprimant le ressort. Il va y avoir un moment, il va y avoir une valeur de x, telle que comme ça c'est plus petit, cette différence est négative, il y a un moment où cette différence va être nulle, puisque quand x tend vers l'infini, la différence tend vers plus l'infini, donc il y a bien un moment où ça va devoir passer par 0. Et quand ça passe par 0, mon énergie potentielle dans son expression qui est donnée là, doit s'annuler. Et bien sûr, comme il y a un carré, si j'ai une valeur de x positive qui marche, j'ai forcément la valeur de x négative de même valeur absolue qui marchera aussi. Donc il y a un point pour lequel ça s'annule. Ce point, c'est relativement facile de calculer. Il est tel que d carré plus x carré est égal à L0 carré. Et donc c'est L0 carré moins d carré. Et là, de la même manière, ça va être l'opposé de L0 carré moins d carré. Quand je suis à cet endroit-là, le ressort est à sa longueur à vide, donc il ne tire ni ne pousse, rien du tout, ce qui veut dire que si vous mettez le système à cet endroit-là sans vitesse initiale, il ne va ni se déplacer à droite, ni se déplacer à gauche, et il n'y a rien qui va le pousser à le faire, donc il reste en place. S'il reste en place, position d'équilibre, et cette position d'équilibre, on va voir que c'est forcément une position d'équilibre stable. Pourquoi ? Si on regarde l'expression d'énergie potentielle, vous voyez que x tend vers l'infini, votre énergie potentielle doit aussi tendre vers l'infini. Donc elle part de là, elle est continue, elle est toujours positive, parce que c'est un carré, elle passe par 0, et puis après elle doit aller à l'infini, puis elle fait la même chose de l'autre côté, hop. Et vous voyez, alors là c'est pas une démonstration qu'en fait il n'y a que ces deux endroits-là qui seraient des positions d'équilibre. Il faudrait calculer la dérivée de ce truc-là en fonction de x, c'est pas très sympa à cause de la racine. Enfin bon, à la limite c'est faisable, mais on se rend compte graphiquement qu'on n'a pas le choix. Ces deux positions-là sont forcément des positions d'équilibre. On ne peut pas descendre à une énergie potentielle inférieure à 0 à cause de ce carré. Je vous rappelle que les énergies potentielles peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Ça dépend des conventions qu'on a prises. Mais là, on a pris une convention telle que l'énergie potentielle soit toujours positive. Dans ce cadre-là particulier, donc on ne peut pas descendre plus bas, on est obligé de remonter. On a forcément au moins une position d'équilibre à droite, à gauche, qui sont des minima, donc des positions d'équilibre stables. Et vous voyez que ici, on est forcément dans une position d'équilibre instable, parce que c'est la valeur la plus négative qu'on puisse avoir de L moins L0. Donc dans cette zone-là, vous avez L moins L0 qui est négatif, vous avez le ressort qui est comprimé. Dans cette zone-là, vous avez L moins L0 qui est positif, vous avez le ressort qui est étiré, et donc qui va avoir tendance à vous ramener vers votre position d'équilibre. Donc là, on a deux types de comportements, selon qu'on prend un EM1 ou un EM2 un petit peu plus haut. On a toujours que les zones hors où l'énergie mécanique est inférieure à l'énergie potentielle sont des zones interdites. Mais maintenant, il y a deux types de comportements. Quand vous êtes avec EM2, c'est le plus simple à décrire, on a des oscillations de droite à gauche. Oscillation de droite à gauche. Donc on passe d'un côté à l'autre.
sans se poser de questions. Il y a juste un petit ralentissement au milieu parce que dans la zone où le ressort est comprimé, il va s'opposer au passage de la masse. Et comme la masse a suffisamment d'inertie et d'énergie pour passer outre, elle ralentit et puis elle réaccélère parce que quand elle a réussi à passer la petite barrière d'énergie, ici, la barrière de potentiel, elle se fait pousser par le ressort qui dit bon, maintenant que t'es passé, essaye d'aller plus loin parce que je ne te veux pas aux alentours du point haut. C'est ça qu'en fait qui dérange le ressort, c'est quand la masse est aux alentours de haut. Quand vous êtes pour l'énergie EM1, en revanche, vous avez des oscillations qui sont soit à droite, soit à gauche, donc oscillation d'un seul côté, autour de la position d'équilibre correspondante. Et donc vous pouvez voir sur la petite animation que on va avoir, le ressort va rester d'un côté et puis il va gentiment osciller autour ici par exemple à droite, et puis si je l'avais lancé de l'autre côté, il oscillerait à gauche. Il n'a pas suffisamment d'énergie s'il est là pour passer la barrière de potentiel. Et donc, il y a un moment, quand le ressort est comprimé, donc au début, il comprime, donc il va ralentir le mobile, et tant qu'il est comprimé, il continue à pousser, il y a un moment où il arrive à l'arrêter et le refaire partir à l'envers. Donc le mobile, hop, s'arrête ici, repart, s'arrête, repart, etc. Vous avez des oscillations, vous avez toujours un comportement qui est périodique. C'est un comportement certes périodique, mais qui ne sera pas harmonique, du moins pas quand vous êtes suffisamment loin de la position d'équilibre. En revanche, quand vous allez être proche, et c'est ce qu'on va montrer dans la prochaine partie, quand vous êtes proche de la position d'équilibre, on va pouvoir approximer le mouvement à un mouvement qui va être un mouvement périodique. On peut de nouveau voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue tridimensionnel. Donc d'un point de vue tridimensionnel, vous avez pour ce système-là qui est le plus intéressant, c'est pas juste une seule vallée, vous avez deux vallées possibles, un point col au milieu qui correspond à la position d'équilibre instable. Vous voyez que la position d'équilibre instable, ici aussi, comme pour le pendule, se reconnaît parce qu'il y a intersection avec des angles et non pas un gentil passage par x point égale 0 des trajectoires de phase. Donc vous avez un angle, un point anguleux dans la trajectoire de phase. Et les deux vallées, et puis quand vous donnez suffisamment d'énergie, vous pouvez avoir des trajectoires de phase qui font le tour avec la forme caractéristique en cacahuète et qui décrivent du coup les oscillations d'un côté ou de l'autre avec un ralentissement parce que l'énergie cinétique ici est moins importante que quand vous êtes au-dessus de la position d'équilibre stable. Quand vous passez au niveau d'une position d'équilibre stable, c'est là où vous avez un maximum d'énergie cinétique parce que c'est là où toute l'énergie potentielle disponible s'est transformée en énergie cinétique. Après, vous arrivez ici, il y a de moins en moins d'énergie cinétique. Là, la vitesse s'annule. Vous vous renversez dans l'autre sens. On arrive ici, minimum d'énergie cinétique, donc la vitesse diminue, puis réaugmente parce que le ressort pousse, puis rediminue parce que maintenant, comme vous avez étiré le ressort, il vous retire dans l'autre sens. Changement de cap, etc. Et c'est reparti pour un tour. Alors, on va décrire un petit peu ce qui se passe en particulier pour cette simulation. Donc, je vais voir, ici vous avez le portrait de phase qui va se dessiner au fur et à mesure, le graphique en énergie potentielle et les différents ressorts avec leur masse qui est accrochée dessus, avec l'évolution du temps pour chacun et la position initiale pour chacun. Vous voyez que j'ai disposé les positions initiales en augmentant au fur et à mesure les valeurs, de 4,5 jusqu'à 7 en bas à droite, et jusqu'à 7,5 même ici, et j'ai lancé tout ça avec une vitesse initiale qui est nulle. Qu'est-ce qui va se passer lors de l'évolution? Vous prenez un point, il va se déplacer sur une courbe à énergie mécanique constante, parce que le système est ici conservatif, et vous allez avoir la vitesse de déplacement qui va être reliée en fait à ce qu'il y a sous lui, c'est-à-dire l'énergie cinétique qu'il peut avoir. Plus l'énergie est importante, plus le point va se déplacer vite sur ces axes-là. On va aussi voir le point se déplacer directement sur les courbes de phase, et puis là où j'ai un point particulier qui a été choisi pour pouvoir avoir
une valeur pour être quasiment s'arrêter au niveau de la position d'équilibre. Celui juste avant va rester coincé du côté droit, alors que celui juste après va réussir à passer et va faire le tour complet de votre simulation. Allez, on lance. Vous voyez au départ, vous voyez les 3 points qui sont là. On va voir le premier, ils sont quasiment confondus. Et là, vous avez celui qui réussit à passer, celui qui est repoussé là, et celui qui reste quasiment à 0 pendant un bout de temps. Alors, j'ai pas réussi à faire mieux que ça, tout simplement à cause des erreurs d'intégration numérique, mais ça donne déjà une bonne idée. Vous avez les points qui sont là, qui font des rotations autour de la position d'équilibre et donc dans l'espace réel des oscillations autour de la position d'équilibre. Celui qui est le plus proche fait des oscillations à de plus faible amplitude, puis celui qui est plus élevé, vous voyez, qui fait des oscillations plus importantes. Et puis à l'extérieur, vous avez ceux qui passent de chaque côté avec un ralentissement à chaque fois qu'ils passent par haut et une réaccélération par la suite quand vous avez le ressort qui pousse et qui vous emmène vers la suite. Là maintenant, on va essayer de faire la même simulation, mais avec des frottements. Donc dans le portrait de phase, j'ai superposé au portrait de phase qui va se dessiner celui qui correspond au cas sans frottement. Là, vous avez la courbe en énergie potentielle qui est toujours la même. Mais cette fois-ci, ce que vous allez observer, c'est comme j'ai rajouté des frottements, vous allez avoir une diminution d'énergie potentielle. Le DEM sur DT n'est plus nul et la barre horizontale va baisser au cours du temps. Et d'autant plus que la vitesse est importante. Donc, vous verrez que le rythme de baisse de la barre va être plus important quand on est ici au maximum d'énergie cinétique que quand on est là, quand l'énergie cinétique est plus faible. Et ça sera quasiment horizontal quand vous touchez un des bords, c'est-à-dire quand vous avez votre vitesse qui s'annule. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que les différents points vont avoir tendance à tomber et vont essayer de couler jusqu'à la position d'équilibre, un petit peu comme une bille qui va faire une spirale avec les frottements et qui va finir par s'arrêter au fond de la cuvette. Et là, on a choisi une valeur particulière pour lesquelles la baisse d'énergie est telle que j'arrive quasiment sur la position d'équilibre. Alors on verra qu'en fait on est légèrement en dessous de l'énergie nécessaire pour rester sur la position d'équilibre et puis ça va aller du côté droit. Donc observez bien, ce qui va se passer, c'est dans les quelques premières secondes, les premières baisses d'énergie. Regardez celui-ci, ce qui va se passer en particulier. On lance, vous voyez que la baisse est forte, elle ralentit un petit peu parce que la vitesse est moins grande et elle est de nouveau assez forte. Ensuite, ça s'annule ici et puis vous voyez qu'il y a un certain nombre de particules qui vont rester coincées du côté gauche, c'est toutes celles qui sont en bas, alors que celles qui sont de ce côté-là restent coincées du côté droit et continuent à couler tranquillement à l'intérieur de votre position d'équilibre avec la petite dernière qui est celle pour lesquels on avait choisi une valeur initiale qui nous emmenait quasiment à la valeur de la barrière de potentiel au démarrage. Donc là, c'est caractéristique, le système a tendance à aller vers les positions d'équilibre en faisant des spirales, comme on l'avait vu en fait dans le chapitre sur les oscillateurs du second ordre.